Vous parler justement aujourd'hui du rapport entre médecine et éthique. Je commencerai tout d'abord par m'attarder peut-être un petit peu sur le titre que les organisateurs de cette journée ont donné à mon intervention, éthique et médecine, le point de vue du philosophe. Je voudrais m'attarder particulièrement sur la notion de point de vue, justement. Puisqu'en effet, qu'est-ce que c'est qu'un point de vue? Un point de vue, si on prend le terme au pied de la lettre, c'est le lieu où l'on se situe pour observer un objet. Et en fonction du point de vue selon lequel on se place, eh bien, on a beau observer le même objet, on ne voit pas nécessairement la même chose. D'où l'intérêt d'ailleurs de faire se croiser, se rencontrer les points de vue. Donc ici, pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne la médecine, faire se croiser le point de vue du médecin, celui du philosophe, ou plutôt, on dira celui des médecins et d'un philosophe, mais peut-être aussi celui des patients, qui sont certainement, finalement, ceux qui ont le plus leur mot à dire dans cette affaire. Donc, en quoi consiste justement le point de vue d'un philosophe ? Pour ce qui me concerne, j'ai tendance à penser que le philosophe, c'est quelqu'un qui travaille sur des concepts. Quelqu'un qui travaille sur des concepts, qui cherche à les comprendre, qui les analyse, qui tente de les définir, voire parfois qui crée des concepts, si je reprends par exemple ce que disait quelqu'un comme Gilles Deleuze à ce sujet. Donc, qu'en est-il du concept de médecine ? Comment définir la médecine? Alors, la première chose qu'on serait peut-être tenté de faire aujourd'hui, ce serait d'insister sur la dimension scientifique de la médecine. Puisqu'en effet, on sait que la médecine moderne, même on peut dire la médecine contemporaine, s'enracine, entre autres, sur les travaux de Claude Bernard, par exemple. Et aujourd'hui, elle trouve son accomplissement dans ce qu'on appelle l'EBM, l'Evidence-Based Medicine, ou la médecine par l'épreuve, qui est en effet une médecine qui s'appuie sur les méthodes scientifiques. Bien. On peut même d'ailleurs remonter encore plus loin, on peut même remonter jusqu'à l'Antiquité, puisque dans une certaine mesure, la médecine rationnelle, la médecine hippocratique, justement, c'est cette médecine qui remet en question toutes les approches magico-religieuses pour justement ne voir dans la maladie qu'un phénomène naturel ayant des causes naturelles et que la raison humaine peut expliquer, comprendre, traiter. Seulement, il est bien évident que la médecine n'est pas une science, puisqu'en effet, une science, c'est d'abord une entreprise de connaissance. Or, la médecine n'a pas pour but simplement la connaissance. Son but n'est pas de connaître, mais d'agir. Son but, c'est d'agir de manière cohérente, de manière efficace, en s'appuyant sur la science, bien entendu, mais son but, c'est d'agir, c'est-à-dire d'effectuer des opérations dont le but est de produire des effets, et l'effet que cherche à produire la médecine consiste tout d'abord à maintenir et restaurer la santé des personnes qu'elle prend en charge, et auxquelles elle donne le nom de patient. Et donc là, on a déjà deux concepts aussi sur lesquels il va falloir s'interroger. Qu'est-ce que c'est que la santé? Qu'est-ce que c'est qu'un patient? J'y reviendrai ensuite. Alors, donc, si on envisage la médecine sous cet angle, sous l'angle de l'action, selon ce point de vue, justement, la médecine, c'est surtout une technique. C'est ce que les Grecs, justement, de l'Antiquité appelaient une techné, et ce qu'Aristote définissait, justement, dans Éthique à Nicomaque, comme une disposition à produire accompagnée de règles. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle a à voir avec l'action que la médecine a aussi nécessairement à voir avec l'éthique. Technique, éthique, ça n'est pas sans rapport, puisque la technique concerne les moyens de l'action, l'éthique s'interroge, je dirais plutôt, sur les finalités de l'action. Qu'est-ce qui vaut la peine, justement, d'agir? Et on peut d'ailleurs souligner, pour faire le lien avec la question, justement, de
la technique et de l'intelligence artificielle, que la plupart des problèmes d'éthique médicale contemporains sont des problèmes qui sont liés, d'une manière ou d'une autre, aux progrès qui ont été accomplis dans les techniques médicales. Si on prend par exemple les problèmes qui concernent la fin de vie, eh bien, et on s'aperçoit qu'ils viennent, pour beaucoup d'entre eux, de ce que nous disposons désormais de moyens de plus en plus nombreux et de plus en plus efficaces pour maintenir artificiellement en vie des patients dont les fonctions vitales sont gravement atteintes, et qui autrefois d'ailleurs, le problème de leur maintien en vie ou non ne se serait pas posé, puisque de toute façon, ces moyens, nous n'en disposions pas. Donc, le sujet qui va nourrir notre réflexion au cours de cette journée, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine, on voit bien que ce n'est pas simplement une question technique, mais qu'il s'agit aussi d'une question éthique, dans la mesure où l'usage d'une technique n'est jamais neutre. L'usage d'une technique, justement, va toujours induire ce que les Grecs appelaient un ethos, c'est-à-dire une manière d'être, une manière de se comporter, qu'il faut nécessairement interroger si on veut justement éviter de se fourvoyer et de se laisser guider par la technique au lieu d'en faire un usage raisonnable et légitime. Donc, si la médecine ne peut se réduire à sa dimension scientifique, elle ne peut pas non plus se limiter à son caractère technique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne suffit pas pour être un bon médecin de maîtriser des compétences techniques. Parce que tout simplement, ces compétences, elles peuvent très bien être utilisées pour traiter un patient, mais elles peuvent très bien aussi être utilisées pour nuire à ses semblables. C'est ce que fait remarquer Platon dans le Gorgias, lorsqu'il dit que celui qui maîtrise parfaitement les compétences médicales, certes, il peut être un très bon médecin, mais il peut être aussi un très bon empoisonneur. Et dans ce cas-là, il n'est plus un médecin, même s'il a les mêmes compétences, même s'il dispose des mêmes compétences. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'en grec, vous le savez, le pharmakon, c'est justement ce qui désigne à la fois le remède et le poison. Donc, pour cette raison, on peut dire que lorsqu'il n'agit pas pour le bien de son patient, celui qui possède les compétences médicales n'est plus vraiment médecin. Être médecin, ça nécessite qu'on adopte justement un certain ethos, une certaine manière d'être qui s'appuie sur le souci de l'autre, sur le désir de lui venir en aide. Et sans cette sollicitude, sans ce souci du bien d'autrui, sans une certaine sensibilité envers sa souffrance, sans une conscience aiguë de sa vulnérabilité, sans une conscience aiguë de la vulnérabilité humaine, peut-être d'ailleurs une conscience aiguë de la vulnérabilité du patient, mais de sa vulnérabilité aussi en tant que médecin ou en tant que soignant, eh bien, il ne peut pas y avoir de véritable médecine. Donc, la médecine, et surtout aujourd'hui avec le développement de la technicisation qui la caractérise, la médecine doit se garantir contre les dangers de cette technicisation excessive. Elle ne doit pas devenir ce que Ronnie Broman appelle, enfin, le médecin ne doit pas devenir ce que Ronnie Broman désigne en disant il ne faut pas que le médecin devienne un ingénieur du corps. J'aime bien cette expression, ingénieur du corps, c'est ce qui risque d'arriver si justement la médecine oublie sa dimension éthique. Donc, en d'autres termes, pour éviter que la technicisation de la médecine, bien que nécessaire et fort utile, conduise à ce que j'appellerais une objectivation excessive du corps humain, une objectivation excessive du patient et de sa maladie, il faut nécessairement que la médecine soit caractérisée par cette dimension éthique. Donc, et principalement, ce qui me semble important, c'est de ne pas oublier que le médecin a toujours affaire à un sujet singulier. Un sujet singulier, ça veut dire un sujet qui n'a pas son pareil. Et ce point est d'ailleurs un de ceux qui risque de poser problème dans l'usage qu'on peut faire de l'intelligence artificielle en médecine, puisque si l'intelligence artificielle peut certainement être d'une grande utilité dans la pratique médicale, il me semble
que, de toute évidence, elle ne pourra jamais se substituer à l'intelligence humaine, qui ne se contente pas de calculer, mais qui intègre également une certaine sensibilité, une certaine forme d'intuition qui permet de mieux comprendre la singularité du patient. Une formule d'Aristote dans la métaphysique où Aristote dit « ce n'est pas l'homme que soigne le médecin, mais Callias ou Socrate ». C'est-à-dire c'est pas l'homme en général, l'homme en général ça n'existe pas, il y a des hommes qui sont tous singuliers, et à chaque fois, il faut prendre en considération cette singularité. Et donc, prendre en considération cette singularité, la prendre en compte, eh bien, ça nécessite qu'on mette en œuvre une vertu dont Aristote d'ailleurs a beaucoup parlé et qu'il a décrite magistralement. Cette vertu, c'est ce qu'il appelle la phronésis. La phronésis, c'est une sagesse pratique. La phronésis, c'est justement une connaissance, mais ce n'est pas la science du général. La phronésis, c'est ce que certains commentateurs, alors selon les commentateurs, selon les traducteurs, pardon, certains traduisent phronésis par prudence, et il y a une traduction plus récente qui traduit phronésis par sagacité. C'est-à-dire cette capacité, justement, à évaluer le singulier, cette capacité à comprendre la singularité des situations, et c'est cette vertu, d'ailleurs, qu'un commentateur d'Aristote, Pierre Aubanque, qualifie d'habileté des vertueux. C'est-à-dire vraiment la capacité, par exemple, à comprendre le singulier et à saisir ce que les Grecs appelaient le kairos. Le kairos, c'est le moment opportun. Et par exemple, en médecine, si on pense à la question de l'annonce du diagnostic, eh bien, en effet, il faut que le médecin ait une certaine intuition, justement, du singulier pour savoir à quel moment il peut effectuer cette annonce, quel est le moment où celle-ci va être le mieux reçue, le mieux perçue par le patient. Donc, la médecine est éthique en ce sens qu'elle nécessite une certaine compréhension du réel, une certaine compréhension de la logique des situations qui soit suffisamment fine pour toujours être en capacité d'adapter sa manière d'être à, justement, une singularité, la singularité du patient, la singularité d'une situation. Et lorsque je dis que la médecine est éthique, je ne veux pas simplement dire qu'elle doit être morale. Non, je pense qu'il faut faire une distinction entre éthique et morale, même si ce sont deux termes qui, à l'origine, veulent dire à peu près la même chose, puisque l'un vient du grec et l'autre du latin. Mais le sens des mots évolue, et lorsque je dis que la médecine est éthique et pas simplement morale, ce que j'entends par là, c'est qu'il ne suffit pas, pour faire de la bonne médecine, de se conformer à des règles déontologiques, de faire son devoir, de respecter des principes universels au sens, par exemple, de la morale kantienne. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails trop spécifiques. Mais il ne suffit pas de se conformer à des principes universels pour bien pratiquer la médecine. Il faut aussi, justement, qu'il y ait cette capacité à saisir la logique du réel, la logique du présent, cette intuition dont je parlais précédemment et qui relève de la phronésis dont parle Aristote. Donc c'est la raison pour laquelle il me semble que la réflexion philosophique ne peut pas non plus être totalement absente de la pratique médicale. La pratique médicale dont Georges Canguilhem dit qu'elle est un art au carrefour de plusieurs sciences. Dans sa thèse sur le normal et le pathologique, Canguilhem définit ainsi la médecine, un art au carrefour de plusieurs sciences. Et je citerai également d'ailleurs ce que dit Éric Fiat, qui enseigne la philosophie mais, auprès de médecins et de soignants. Et souvent dans ses conférences, Éric Fiat dit « Il n'y a pas de bonne médecine sans éthique et pas de bonne éthique sans philosophie ». Tout simplement parce que sans une réflexion approfondie sur le sens des concepts que l'on emploie, justement. Les concepts qu'on emploie lorsqu'on parle d'éthique, ça sera la notion de personne, la notion de dignité, la notion de respect de l'autre, etc. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par là. Et c'est vrai qu'il est important de bien préciser ce que l'on entend par là. Qu'est-ce que ça veut dire que l'autonomie, par exemple, l'autonomie du patient, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Bon, toutes ces questions, évidemment, ce serait trop long de les traiter aujourd'hui, mais ce sont des questions qui sont vraiment fondamentales. Et on verra, par exemple, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, que c'est une bonne chose, par exemple, que d'avoir remis en question le paternalisme médical,
Mais la question de l'autonomie du patient, c'est aussi une question éthique difficile, parce que peut-être qu'on demande aussi parfois aux patients d'assumer une autonomie qui est extrêmement lourde à porter pour lui, et qui a peut-être aussi une notion à prendre en considération pour établir une relation satisfaisante avec lui, c'est la notion de vulnérabilité, le fait que nous soyons tous dépendants les uns des autres, et que nous soyons tous dans une situation où nous avons besoin justement d'établir cette relation. Donc, la médecine n'est pas simplement affaire de connaissances, elle n'est pas simplement affaire de compétences, elle est aussi, pour dire les choses simplement, affaire d'humanité. Alors certes, connaissances et compétences sont indispensables, mais justement, elles doivent être soutenues par une certaine forme de vertu, c'est-à-dire par une disposition à mettre en place ce que Paul Ricoeur appelle une alliance thérapeutique entre le médecin et le patient, alliance thérapeutique fondée sur la confiance. Fondée sur la confiance, c'est-à-dire sur la foi en l'autre, sur l'aptitude et surtout sur l'aptitude du médecin à écouter son patient et à le comprendre. Donc, tout ça pour dire que être médecin, ça repose sur un engagement. Et c'est peut-être cet engagement que symbolise le serment d'Hippocrate, qui n'est pas seulement l'occasion d'une cérémonie qui peut peut-être parfois sembler avoir un caractère un peu folklorique, mais qui relève de ce que le philosophe John Austin nomme un énoncé performatif. Un énoncé performatif, c'est-à-dire un énoncé qui modifie la réalité. C'est-à-dire qu'une fois ce serment prononcé, celui qui l'a énoncé devient réellement médecin. Il n'est pas simplement quelqu'un qui a acquis, durant ses études, des connaissances et des compétences, mais il devient quelqu'un qui s'est engagé à faire un certain usage de ses connaissances et de ses compétences. Donc, être à l'écoute du malade, se soucier de sa santé, ce n'est pas simplement récolter des données objectives sur sa pathologie, mais c'est aussi appréhender la maladie comme un vécu. Comme un vécu, et ne pas non plus considérer la santé comme étant simplement l'absence de maladie, ou comme relevant simplement du bien-être, comme le laisse entendre la définition qu'en donne l'OMS. La santé, c'est avant tout, me semble-t-il, un concept éthique, et pas vraiment un concept scientifique. Si on se réfère d'ailleurs à l'étymologie du mot santé, la santé, c'est d'abord le salut. Le salut, c'est-à-dire ce qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est-à-dire ce qui donne à notre existence du sens. Et ce sur quoi doit s'interroger le médecin lorsqu'il propose, par exemple, un traitement à un patient, ce n'est pas seulement de savoir si ce traitement va mettre fin à sa maladie, mais il doit aussi s'interroger, par exemple, quant à savoir si les effets secondaires du traitement ne vont pas affecter le sens que le patient donne à sa vie. Et pour illustrer cette idée, j'emprunterai un exemple que cite Corinne Pelluchon dans son livre « L'autonomie brisée », exemple qui, à mon avis, souligne bien ce que la médecine peut mettre sous le terme de santé, et que ce que la médecine met sous le terme de santé ne correspond pas toujours à ce que les malades, eux, peuvent ressentir et désirer, et ce qu'ils peuvent, eux, entendre par santé. Donc je vous lis cet extrait. Corinne Pelluchon écrit « Des qualités herméneutiques sont également requises de la part des soignants qui doivent être capables de comprendre les valeurs et objectifs du patient. Le choix d'un traitement et son efficacité dépendent du fait qu'il convient au malade, à sa situation et à ses priorités. C'est ainsi que, après son déménagement, une jeune danseuse souffrant d'une forme relativement sévère d'asthme s'était vue proposer par le médecin qu'elle était allée consulter un traitement efficace à long terme, mais qui entraînait une insuffisance musculaire l'empêchant de pratiquer son art. Après plusieurs tentatives pour expliquer à son nouveau médecin que la guérison totale de son asthme était pour elle moins importante que le fait de pouvoir continuer à s'entraîner, elle s'est adressée à un autre soignant, plus à même de la comprendre, et de l'aider à trouver un traitement conciliant le traitement de son asthme et la poursuite de la danse. Dans le cas de cette patiente, la guérison totale n'était pas la priorité, elle s'est orientée vers un traitement de sa maladie plus long, plus progressif, qui n'engendrait qu'une guérison partielle, mais lui permettait de s'adonner à son art.
Et on peut dire, en effet, pour cette jeune fille, certainement, être en bonne santé, ça n'était pas ne plus souffrir de la pathologie dont elle était atteinte, mais pouvoir continuer, justement, à pratiquer cet art. Donc on voit bien ici que la conception de la santé, telle que peut l'envisager un médecin qui ne saisit la situation de son patient qu'au travers du prisme de l'objectivité scientifique, n'a rien de commun avec la manière dont un sujet vivant, concret, conçoit ce que signifie pour lui la santé. Il ne s'agit pas de faire le bien du patient malgré lui, mais de l'écouter, de dialoguer avec lui pour découvrir ce qui est bon pour lui. Il s'agit de ne pas appréhender son organisme comme un corps objet, mais comme un corps propre, un corps vécu dont les désirs singuliers doivent être respectés. Et c'est certainement là d'ailleurs que se situent également les limites d'une trop grande technicisation de la médecine, qui sont à prendre en considération dans l'usage que l'on peut faire de l'intelligence artificielle en médecine. Et là, je reprendrai à nouveau ce qu'écrit Georges Canguilhem, qui dit, dans le Normal et le pathologique, que c'est d'abord le malade qui se sent malade et qui juge qu'il est en bonne ou en mauvaise santé. Et par conséquent, il est légitime qu'il soit écouté lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est bon pour lui. C'est pourquoi le médecin doit faire preuve d'une qualité d'écoute particulièrement fine et comprendre que le patient n'est pas seulement celui qui pâtit, c'est-à-dire celui qui subit, mais qu'il doit aussi, autant qu'il est possible, être agent, être acteur du traitement de sa maladie. Aussi, pour que se manifeste la dimension éthique de la médecine, je dirais pour résumer qu'elle doit avoir la rigueur de la science, l'efficacité de la technique et la subtilité d'un art, c'est-à-dire être en mesure de prendre en considération la vulnérabilité et la singularité du patient pour s'inscrire dans le cadre d'une relation foncièrement humaine, relation entre deux ou plusieurs subjectivités, deux ou plusieurs altérités, et certainement deux ou plusieurs vulnérabilités, afin de décider avec le patient quelles orientations prendre pour améliorer sa santé. Et il me semble, je dirais pour conclure, que recevoir un enseignement de philosophie et de sciences humaines apparaît donc comme une nécessité pour les futurs médecins, non pas pour leur transmettre une quelconque idéologie médicale ou un quelconque catéchisme éthique, ce qui serait totalement en contradiction avec l'esprit scientifique et philosophique, mais pour cultiver en eux une certaine disposition à la réflexion et au questionnement, de manière à les garantir contre le danger de transformer leur savoir en pouvoir qui s'exercerait sur les malades. Donc, je dirais que la médecine, en devenant de plus en plus une technoscience, a eu trop longtemps tendance à s'ériger en un pouvoir médical qui prétendait être en capacité de décider à la place des patients. Mais fort heureusement, les choses ont évolué et l'on réclame aujourd'hui le consentement éclairé du malade avant toute administration des traitements. Néanmoins, cette exigence qui s'inscrit dans la loi sur le droit des patients reste encore trop souvent formelle et repose sur une conception de l'autonomie du patient, comme je le disais tout à l'heure, a parfois trop souvent tendance à occulter la dimension de vulnérabilité foncière de la condition humaine. Donc, fort heureusement, on est sorti du paternalisme médical, mais peut-être aussi pour glisser vers une exigence d'autonomie de la part du patient qu'il est parfois difficile pour lui d'assumer. Donc, à ça, et je terminerai là-dessus, il faut ajouter la vision du malade qu'implique la biomédecine, la médecine technoscientifique, qui ne perçoit le malade qu'avec le regard analytique et généralisateur de la science, ce qui peut parfois conduire à l'objectiver, oubliant qu'il est avant tout un sujet avec ses désirs, son histoire, ses peurs et tout le contexte social, culturel, psychologique qui fait sa singularité. Aussi, on peut dire que la tâche reste encore considérable et ne pourra être menée à bien que si l'on forme les futurs médecins de telle sorte qu'ils sont en mesure de toujours exercer leur esprit critique en s'efforçant de penser leur pratique. Et je terminerai ici en me référant à Hannah Arendt qui nous dit que le mal vient toujours du vide de la pensée. Je vous remercie. Oui. 1, 2. Merci pour cette
cette introduction à nos échanges. Alors je vais préciser tout de suite que vous êtes excusés. En fait, on aurait dû avoir cet échange avec vous autour de cette table avec nos autres invités. Malheureusement, la grève SNCF en a décidé autrement et vous devrez nous quitter avant la fin de nos échanges. Et c'est pour cela qu'on va instituer maintenant ce temps de questions-réponses tous ensemble. D'abord, une question, vous l'avez très bien illustré. Il y a une évolution de l'éthique avec la technologie. Il y a peut-être quelque chose qui a changé, c'est le rapport au temps, parce que les choses évoluent de plus en plus vite, et avec elles, l'éthique aussi, on le voit, les lois de bioéthique, il y a une loi de bioéthique qui vient de passer actuellement devant le Parlement. Elle a mis un moment avant de sortir. Normalement, on est censé en faire une tous les 5 ans, et puis celle-ci, ça faisait 10 qu'on n'en avait pas eu. Donc on a vraiment une accélération, avec l'accélération des nouvelles technologies, d'autres questions éthiques qui s'ouvrent. Est-ce qu'on est dans une ère où la société est en mesure, où la médecine est en mesure de répondre, c'est-à-dire à l'éthique de son temps? Alors, je pense que le problème que vous soulevez, c'est un problème qui me paraît être beaucoup dépassé même celui de la médecine, finalement, parce que c'est un problème qu'on rencontre relativement à tout le progrès technologique qu'on rencontre aujourd'hui, et qui fait que ce progrès technologique est tellement accéléré que finalement, les accompagnements juridiques, sociétaux, moraux, etc., qui permettent d'encadrer l'usage de ce progrès technologique, eh bien finalement n'ont pas le temps de se mettre en place. Et souvent d'ailleurs, ils n'ont pas le temps de se mettre en place qu'une fois qu'ils sont mis en place, la technologie dont ils règlent l'usage est déjà dépassée. Donc en effet, il faut, je crois que c'est ce que Bernard Stiegler appelait la disruption, hein, c'est-à-dire le fait que finalement on est toujours en décalage par rapport à ce progrès technologique, qui fait que finalement on est toujours un train de retard en quelque sorte. On est un petit peu comme si on essayait de marcher sur notre ombre, ce qui en général ne fonctionne pas très bien. Donc en effet il y a cette difficulté, c'est pour ça que justement la nécessité d'une interrogation, de la pensée d'une pratique. Pour moi l'éthique c'est ça finalement, hein. Pour moi l'éthique c'est penser sa pratique. Et doit toujours être accompagner justement la pratique, et essayer de la suivre, je dirais, dans le présent, mais avec une énorme... En effet, cette difficulté pour laquelle je n'ai pas vraiment la solution, d'ailleurs, parce que c'est une des problèmes, je pense, de notre monde contemporain, c'est-à-dire cette difficulté que l'on a à pouvoir s'adapter à des transformations qui ne nous laissent pas le temps de nous adapter, justement. Et le danger, il vient aussi de la conception, enfin, je pense que la réflexion sur la technique est vraiment la réflexion fondamentale aujourd'hui. C'est-à-dire que l'erreur que l'on commet souvent, c'est de s'imaginer qu'une technique peut être neutre. C'est-à-dire que tout dépend de l'usage qu'on en fait. Ben non, tout ne dépend pas de l'usage qu'on en fait, parce que c'est la technique qui induit l'usage qu'on en fait. Ce n'est pas nous qui choisissons. Et je pense qu'on confond souvent finalité et conséquence. C'est-à-dire qu'en effet, une technique va être mise en œuvre pour poursuivre certains objectifs, pour poursuivre certaines finalités. Bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on maîtrise les conséquences que ça va entraîner sur la société, sur l'environnement, sur la vie. Vous voulez dire qu'on veut maîtriser la nature, mais qu'en fait on ne maîtrise pas cette maîtrise? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on pense que l'on maîtrise la nature, mais on ne maîtrise pas notre maîtrise de la nature. C'est-à-dire que l'exemple que je pense le plus souvent, qui est un exemple un peu très simple, mais je veux dire, quand on a inventé l'automobile, la finalité qu'on poursuivait, c'était de pouvoir se déplacer plus facilement. Les conséquences que ça a eues sur l'environnement, on ne les avait pas prévues. Donc c'est ça la différence entre les finalités et les conséquences. Puis on n'avait pas prévu que parfois on irait plus vite en vélo qu'en voiture. Voilà, aussi. Merci. Est-ce que nous avons des questions pour Éric Delassus, s'il vous plaît? Oui, Marc. Je vais vous passer le micro pour que les internautes puissent nous entendre. Merci Éric de cette très belle présentation. Quid aussi de l'évolution des patients? C'est-à-dire que maintenant, on le constate de plus en plus dans notre pratique, nos patients, nos malades, ont une approche différente et souvent un peu plus de consommateurs de la médecine. Et souvent, ça crée des difficultés parce qu'on veut maintenant une obligation de résultat, non plus seulement de moyens.
Et on est dans cette société, disons, de consommation où on va consommer du médical et demander des examens, encore plus d'examens, des deuxièmes avis, des troisièmes avis. Et donc, il y a toute cette difficulté relationnelle qui est liée aussi à au nouveau comportement de la société. Comment réagir à ça et comment le philosophe voit-il cette évolution? Faut-il aussi, dans l'éducation, parler un peu plus de santé, de prévention, de droit à la santé et de droit et de devoir? Alors, oui, alors bon, droit à la santé, c'est un terme qui me semble un peu, disons, droit aux soins, en tout cas, ou droit à être pris en charge, oui. Après, on peut se demander aussi, finalement, est-ce que cette demande de la part des patients n'est pas aussi la conséquence de la manière dont la médecine s'est présentée au grand public, entre autres à travers les médias, en donnant cette impression parfois de toute puissance. C'est-à-dire finalement, en effet, dès qu'il y a une nouvelle découverte médicale, dès qu'il y a un progrès dans un traitement, etc., les médias s'en emparent et nous présentent ça comme étant, ça y est, allez, on va pouvoir guérir telle maladie, on va pouvoir guérir telle... Donc finalement, il y a peut-être aussi de la part des patients cette idée que finalement, la médecine est toute puissante et donc, eh bien, on peut demander à la médecine tout ce qu'on souhaite, quoi. Il y a peut-être aussi cet aspect-là qu'il faudrait prendre en considération. Et ce à quoi s'ajoute aussi le fait, en effet, qu'il y a je dirais que le type de société dans laquelle nous vivons est une société dans laquelle il y a une telle marchandisation des choses que finalement tout devient objet de consommation et donc on a tendance en effet aussi à adopter des postures qui sont des bonnes. C'est bon là ? À adopter des postures qui sont toujours des postures de consommateurs. Enfin, moi, je le vois en tant qu'enseignant, j'ai aussi des élèves, des parents d'élèves qui consomment de l'enseignement et qui voudraient, en effet, voilà. Et peut-être qu'il faudrait aussi que, justement, c'est une question que je pose, peut-être qu'il faudrait que les médecins aussi, peut-être, présentent la médecine sous un autre jour. Peut-être justement que la scientificité, la technicisation de la médecine donne cette impression de toute puissance qui induit aussi un comportement de la part des patients, des usagers. Juste une question pour rebondir sur ce que vous dites, et après je passerai la parole à la personne qui souhaitait la prendre. Et sur le propos de Marc Ichou, le système de soins, lui aussi, s'appuie sur ces technologies qu'il valorise. On parlera tout à l'heure de robots avec un de nos intervenants, des robots qu'on paye un certain prix, qu'il faut aussi rentabiliser. Et au fond, est-ce que la pratique médicale et l'éthique n'est pas aussi influencée par le système de soins comme on met en place? Il y a une maladie qui nous a beaucoup affecté ces derniers temps. Les services de maladies infectieuses ne sont pas forcément les mieux lotis, ou n'étaient pas en tout cas les mieux lotis au sein de nos hôpitaux jusqu'à présent. C'est le fait du système de soins, non ? Disons que le système, on en parlait tout à l'heure, c'est clair que le système de soins, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une réalité économique, entre autres. Bon, donc ça veut dire qu'en effet, tout ça a un coût, tout ça doit être... Mais je pense que c'est ce qui ne peut pas rentrer quand même dans le... Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... c'est ce qui ne peut pas rentrer simplement dans le cadre du marché. Je veux dire, il y a aussi des exigences qui sont à la fois politiques, éthiques, qui font que ça ne peut pas rentrer uniquement dans cette logique-là, même s'il faut en effet prendre en considération cette dimension-là. Mais en même temps, bon, on voit par exemple le système de soins en France fait que finalement, c'est peut-être ce qui nous a évité de rencontrer ce qui s'est passé, par exemple, dans des pays comme les États-Unis, où je pense que la pandémie a pris des proportions plus importantes, parce que je suppose que certaines personnes ne se sont pas soignées, tout simplement parce qu'elles n'en avaient pas les moyens. Je suis un scientifique plus qu'un médecin. J'avais une question. En fait, la notion d'éthique, elle est très dépendante de là où vous vous trouvez sur la planète.
C'est pas la même chose pour une société occidentale, une société africaine ou une société asiatique. Et c'est vrai aussi en médecine, de la médecine pratiquée ou au moins des pratiques médicales de ces pays. Est-ce que c'est pas plutôt effectivement ça qu'il faudrait enseigner aux étudiants, c'est-à-dire de l'éthique comparée? Alors bien sûr, on vit ici, hein, bien évidemment, mais il y a des façons différentes d'aborder la médecine et d'aborder l'acceptation de la médecine en fonction de l'endroit où on se trouve sur la planète. Alors, ouais, ça c'est vrai, et en fait, ça pose, à mon avis, le problème du relativisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en effet, considérer qu'il y a une éthique qui pourrait s'imposer comme ça sur tous les lieux de la planète, mais en même temps, on ne peut pas considérer que je dirais, les questions éthiques sont des questions qui relèvent, je dirais, simplement de la culture ou de l'opinion des uns et des autres. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver, à la fois, essayer de prendre en considération un certain nombre de particularités locales, culturelles, mais aussi essayer quand même, et c'est peut-être le travail de la philosophie de faire ça, de dégager un certain nombre de principes universels de l'éthique. Alors moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait que, au-delà de la diversité des cultures à laquelle on appartient, il y a quelque chose qui nous réunit et qui fait que nous sommes tous des êtres humains. Et donc, cette humanité-là, il faut essayer, je dirais, au-delà de la diversité des cultures, essayer de la faire émerger pour essayer justement je dirais peut-être de concevoir ce qu'on pourrait appeler peut-être une méta-éthique, en quelque sorte, une éthique qui serait au-delà de cette diversité culturelle, et qui reposerait d'ailleurs, entre autres, sur ce principe éthique, et qui est de tenir compte, par exemple, aussi de la diversité des cultures en fonction pour justement prendre en considération la singularité du patient, par exemple. Mais il me semble quand même qu'on ne peut pas simplement considérer que les questions des valeurs morales, par exemple, c'est une question qui va dépendre de telle ou telle culture. Bon, il y a quand même il faut quand même essayer de penser ce qui fait l'universalité de l'humanité. Est-ce que c'est occidental? Je ne sais pas. Justement, c'est toute la question. C'est toute la question. C'est-à-dire que le problème, c'est comment faire pour ne pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'ethnocentrisme. Comment faire pour ne pas tomber dans l'ethnocentrisme sans glisser vers le relativisme? C'est tout le problème que pose la diversité des cultures, ça. C'est-à-dire comment réussir à penser ça. Et je pense que le rôle de la philosophie, c'est essayer de penser ça, justement. Oui, Jean-Marie Brugeron. Vous avez défini tout à l'heure, notamment la médecine, comme étant caractérisée par le souci de l'autre. Je crois qu'effectivement, ça me paraît profondément vrai. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la médecine moderne se caractérise par deux éléments, et notamment à cause de la technique, de la technicisation. D'une part, la distanciation avec le malade, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le soignant, le médecin est de plus en plus loin du malade. Et aujourd'hui, on le voit bien avec la e-santé, par exemple, qui est l'aboutissement extrême de tout ça. Et deuxièmement, par l'argent, qui est un média, je dirais, un petit peu obligé, puisque plus je suis technique, plus j'ai besoin d'argent, plus de moyens. Et personnellement, je pense que ces deux conséquences, c'est-à-dire la distanciation avec le patient et l'argent, sont deux éléments qui peuvent empêcher d'avoir le souci de l'autre. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la médecine moderne puisse garder, je dirais, sa conception initiale, tout en ayant ces caractéristiques-là. Oui, non, mais c'est justement parce que, me semble-t-il, la technicisation et la nécessité de pouvoir disposer de moyens de plus en plus importants pour mettre en œuvre cette technicisation a tendance à nous faire oublier la relation à l'autre,
qu'il faut justement le rappeler, et le rappeler avec beaucoup d'insistance, et aussi peut-être l'intégrer de manière encore plus importante dans les études médicales. Je pense que c'est aussi une question de formation des médecins qui doivent être justement... c'est pour ça que je pense que j'ai terminé là-dessus. Il me semble que l'introduction d'un enseignement de philosophie et sciences humaines dans les études de médecine, c'est ce qui se fait déjà, hein, ça se fait déjà principalement alors, dans la première année. Bon, après, je ne sais pas comment ça va se passer avec les réformes qui vont avoir lieu, mais développer cet enseignement, cette prise de conscience de la nécessité du fait que la médecine a une dimension essentiellement éthique avant d'avoir ce caractère scientifique et technique, ça me paraît d'autant plus essentiel justement qu'on a tendance à l'oublier du fait de la technicisation et de l'économie de la médecine. Voilà, je pense qu'il faut... le souci de l'autre n'est pas lié à une culture, et finalement, si on étudie de nombreuses cultures, alors c'est pas vrai de toutes les cultures non plus, mais si on étudie de nombreuses cultures, il y a des constantes qu'on va retrouver malgré tout. Je pense par exemple aux travaux de Tzvetan Todorov, qui avait fait tout un travail sur la question des droits de l'homme, et qui, dans un de ses ouvrages, montrait que si on regarde, je sais pas moi, dans le bouddhisme, dans certaines cultures africaines, etc., on retrouvait des éléments qui se retrouvaient justement traduits dans le monde occidental par les valeurs qui sont liées aux droits de l'homme. Mais on retrouve un certain nombre de constantes. Donc c'est peut-être ces constantes qui font notre humanité qu'il faut essayer de mettre en évidence. Merci. On a le temps pour 2 autres questions, rapidement. Jacques Bringer, professeur émérite. Ma question, c'est une constatation. N'est-ce pas l'histoire éternelle de l'innovation, du progrès, de la médecine, que de susciter, dans un premier temps, chez les professionnels comme chez les patients ou le grand public, une méfiance, une perplexité, une hésitation, une inquiétude. Et dans un deuxième temps, en fonction de la maîtrise de cette innovation, d'arriver à un apaisement qui finalement conduit à l'acceptation générale ou presque. Quand on voit tous les grands progrès de la médecine, il y a toujours eu ce cycle. La vaccination n'y échappe pas. Jamais un progrès n'y échappe. Alors, promouvoir une utilisation responsable, éthique, évaluée, finit par faire accepter ces innovations qui deviennent des progrès. Donc, je trouve que ça s'inscrit dans cette dimension historique et humaine qui fait qu'il ne faut pas être surpris des rejets, des hésitations, des croyances, des résistances. Il faut réfléchir comment les pénétrer. Et mon deuxième commentaire, c'est sur l'éthique. Il n'y a pas de situation complexe où des valeurs éthiques aussi bonnes entrent en conflit. C'est-à-dire que le choix que nous avons, on le voit au quotidien en médecine pour des problèmes très difficiles, c'est entre la valeur d'autonomie, et vous l'avez dit, et de sécurité, par exemple. Tous les jours, dans tous les EHPAD, il y a une discussion éthique sur sécurité ou liberté et autonomie. Et comme vous disiez que l'éthique est à géographie variable, oui, elle est à géographie variable. Éthique en Suède n'est pas éthique en France. Le protestantisme a induit une éthique où l'autonomie est au-dessus de tout. Et la responsabilisation et la responsabilité de l'individu est au-dessus de tout. En France,
Il suffit d'aller dans les établissements de santé pour voir que ce qui domine tout, c'est la bienfaisance, c'est l'assistance, c'est la charité. Donc il y a déjà des éthiques à géographie variée. Oui, non, mais qu'il y ait des conditions culturelles de l'éthique qui existent, c'est un fait. Mais il me semble que justement le rôle de la philosophie, c'est de penser l'éthique. Et c'est de penser l'éthique et d'essayer de dépasser ces variations, finalement. C'est ça qui est intéressant. Et quelquefois de les remettre en question aussi. Bon. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans un pays où il y a une telle, je dirais, dans l'opinion, une telle conception de l'éthique, que cette conception de l'éthique, elle ne doit pas être interrogée. Et le rôle du philosophe, c'est ça, c'est d'interroger les croyances collectives, c'est d'interroger les convictions des uns et des autres, pour justement faire avancer les choses. Et par rapport aux innovations technologiques, je pense qu'en effet, bon, il y a toujours, en effet, dès qu'il y a une innovation technologique, des résistances, etc. Mais le problème, c'est pas de résister ou de rejeter. Je pense qu'en effet, l'intelligence artificielle, ça va apporter énormément de choses, ça va être très bénéfique. Je veux dire, ça, il ne s'agit pas de faire de la technophobie, non. Mais il ne s'agit pas non plus de tomber dans une espèce de technophilie aveugle, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur, justement, qu'est-ce que ça va induire dans la pratique médicale, l'usage de ces techniques. Et en s'interrogeant sur les conséquences que peut donner l'usage de ces techniques dans la pratique médicale, ben ça peut peut-être éviter certaines dérives, éviter d'éviter de se fourvoyer, tout simplement. Mais il ne s'agit pas, évidemment, de rejeter les innovations, loin de là. Eh bien, merci Éric Delassus pour avoir répondu aux questions du public. Je vous précise qu'il y a 150 personnes environ qui nous suivent sur Internet. On en profite pour les saluer. Merci à vous. On peut l'applaudir. Et j'appelle à présent le professeur Benoît Galix,